Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. 2025, c'est votre année. Ça y est, vous avez enfin décidé de vous lancer, de lancer le projet de vos rêves. Vous vous apprêtez à le faire. Vous êtes sur le fil, mais vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas par où commencer. Je connais ça, je suis passée par là. Que vous ayez envie de lancer une boutique en ligne, de vendre vos services, de créer un portfolio ou encore de lancer un podcast, commencez d'abord par vous créer un site web qui va faire la différence. Le site internet, c'est ce qui va professionnaliser votre activité et vous donner une légitimité sur le web. Votre projet, quel qu'il soit, nécessite d'être mis en avant et valorisé sur le web. Parce que si vous voulez réussir, votre identité, c'est le plus important. Et la meilleure plateforme de création de sites web en ligne, c'est Squarespace. Squarespace permet de créer facilement, sans avoir à coder, un site beau, propre et efficace en un minimum de temps, même pour les non-techniciens comme moi. La montagne n'est plus du tout infranchissable, croyez-moi. Squarespace s'occupe de tout. Vous obtenez votre nom de domaine, vous concevez votre logo grâce à l'outil de Squarespace et vous avez accès à des templates de sites web personnalisables et qui s'adaptent à vos besoins pour créer des sites beaux et design en un temps record. Vous êtes prêt à vous lancer. Et ensuite, pour gagner en visibilité et attirer des clients rapidement, vous avez aussi accès à l'outil SEO intégré pour émerger sur Google sans être un pro du métier, ou encore à l'outil email pour créer votre newsletter et communiquer avec vos clients. Transformez votre passion en business, préparez votre reconversion. Donc, allez prendre vos bonnes résolutions dès maintenant, concrétisez votre projet sur squarespace.com, squarespace.com pour essayer gratuitement Squarespace pendant 14 jours et ensuite vous économisez 10% avec le code OLR10 sur votre première commande de site web ou de domaine. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Lorraine Barjou. Après avoir été designeuse d'objets d'art de la table chez Habitat pendant 6 ans, Lorraine est devenue chef cuisinière. Elle a cofondé le restaurant Datil qui vient d'avoir sa première étoile Michelin. Avec un papa photographe, Lorraine a toujours été créative. Elle se dirige vers des études de design d'objets et se spécialise en design d'objets d'art de la table avec déjà cette passion pour la gastronomie. Lorraine travaillera pendant 6 ans chez Habitat et dessinera les collections art de la table, les assiettes, cuillères, vases, coquetiers. Elle travaillera notamment sur une collection avec le chef Thierry Marx qui la marque. Jusqu'au jour où sa passion pour la cuisine transmise par ses parents la rattrape. Lorraine plaque tout pour entamer un CAP cuisine en 2017. Aujourd'hui, Lorraine est chef cuisinière du restaurant Datil qu'elle a cofondé avec Manon Fleury en septembre 2023. Elles ont remporté leur première étoile Michelin 6 mois seulement après l'ouverture. Le restaurant Datil, situé au 13 rue des Gravilliers dans le 3e arrondissement à Paris, c'est la passion pour la mise en valeur du végétal, le respect de la nature et des circuits courts, et une politique zéro déchet. Alors avec Lorraine, on a évoqué sa carrière de designeuse d'objets, ses inspirations, sa rencontre avec les fabricants aux 4 coins du monde, le monde masculin et autoritaire de la cuisine, sa rencontre avec Manon, leur engagement pour un meilleur management en cuisine avec leur collectif Bondir et surtout leur engagement féministe car elles sont 5 chefs femmes en cuisine chez Datil. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Lorraine. Bonjour Lorraine, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, moi aussi je suis ravie d'être là avec toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Lorraine Barjou, j'ai 38 ans et je suis chef du restaurant Datil à Paris. Ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais avant. Avant, tu faisais aussi un métier assez créatif, hein. C'est assez rare d'avoir une reconversion avec 2 métiers créatifs. Souvent, on a plutôt un métier de bureau en premier vers un métier créatif. Mais toi, tu as tout de suite commencé par une carrière créative puisque tu as fait des études de design. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as eu envie de faire des études de design et de devenir designeuse ? Ouais, tout à fait. J'ai décidé de faire des études artistiques pendant, à la fin de mes études scolaires, on va dire jusqu'au bac.
j'ai eu un bac, enfin un parcours scolaire un petit peu chaotique. J'étais pas une élève très épanouie à l'école. Et j'avais bien compris qu'il fallait que j'ai mon bac pour pouvoir ensuite faire ce que je voulais. Donc j'ai fait un bac option gestion, ce qui s'appelait à l'époque un bac STG. Ça m'a pas mal aidé finalement. Moi qui est plutôt un esprit créatif, ce côté beaucoup plus terre à terre et pratique m'a beaucoup aidé à avoir mon bac. Et à ce moment-là, moi, j'avais envie de complètement partir dans une autre direction que de travailler dans la gestion ou dans la comptabilité. Et j'ai un papa qui est photographe, donc j'ai eu une éducation artistique assez tôt et en habitant à Paris, donc avec un choix assez large d'expositions, voilà, avec une vie culturelle assez dense. Et j'ai décidé du coup de faire une prépa en ce qui s'appelle une mise à niveau en métier d'art. Donc qui permet d'avoir un champ des possibles en fait dans les métiers artistiques et à la fin de cette année de préparatoire de pouvoir postuler dans différentes écoles, d'avoir accès à différents concours et donc ça formait des gens qui voulaient autant faire du dessin d'animation que du design d'objets. Et très rapidement j'ai été intéressée par le côté de le modelage, la matière, la 3D et donc je me suis dirigée vers des écoles qui traitaient le design et j'ai postulé dans différentes écoles et il y avait une école qui m'intéressait beaucoup qui était l'ESSAD de Reims qui est donc les Beaux-Arts de Reims qui avait une spécialité design et on en parlera un peu après mais qui avait aussi cette spécialité design culinaire. Ah oui, tu t'es déjà spécialisée dedans. Exactement. En fait, j'avais déjà une appétence pour la cuisine. En fait, j'ai eu très envie d'aller faire de la cuisine au moment de mon bac. Et je pense qu'à ce moment-là, je manquais peut-être un petit peu de maturité pour le faire. Et du fait de mon parcours scolaire qui avait été assez compliqué, j'avais du mal à rentrer dans le cadre, dans le système scolaire français. Et j'ai eu pas mal d'appréhension sur le côté assez strict, assez hiérarchique de la cuisine. J'ai préféré du coup partir vers une voie plus libre et je pense, au final avec le recul, de plus trouver, on va dire, ma voie créative que d'aller dans un système assez rigide qu'est la cuisine. Oui, tu as besoin peut-être de prendre un peu en maturité avant de faire de la cuisine. Voilà. Vous allez voir par la suite, mais du coup, j'oubliais quand même complètement le côté de la cuisine, mais il y avait cette petite option de design culinaire dans cette école qui me plaisait bien et je me disais, bah là, peut-être que je vais aussi trouver quelque chose qui va m'intéresser. Et donc, du coup, j'ai passé 3 ans à l'ESSAD de Reims où j'ai étudié le design d'objets. Donc c'était 3 années très très formatrices où les Beaux-Arts c'est une école qui laisse énormément de place à la créativité, on se trouve, on a la place assez libre pour pouvoir choisir ses matières, créer, expérimenter et du coup ça m'a fait un bien fou de faire cette formation. Et à la suite de cette formation, j'ai eu envie d'avoir un côté un petit peu plus professionnalisant et plus pratique pour pouvoir rentrer, pour pouvoir après postuler dans des entreprises. Et donc j'ai passé plusieurs concours et j'ai été prise à l'ECAL, donc c'est l'école cantonale de Lausanne, qui est une école d'art qui est assez professionnalisante. Et à ce moment-là, ils ouvraient un master de design. Donc ici, en Suisse, j'ai vraiment appris la rigueur, le professionnalisme. Je pense que j'ai vraiment appris l'idée de pouvoir produire des objets ensuite dans l'industrie en général, ce que les Beaux-Arts ne m'avaient pas du tout inculqué. Donc ça a été une formation beaucoup plus dure et beaucoup, je dirais, moins épanouissante en termes de créativité, mais dans le concret et en termes de moyens, parce que c'est une école qui a beaucoup de moyens, c'était hyper satisfaisant et on partait avec un sujet de création et à la fin on avait un objet qu'on était capable de pouvoir vendre et qu'on avait réussi à produire dans un système industriel. Donc ça, c'était hyper satisfaisant.
Et c'est marrant parce que pour quelqu'un qui n'aime pas trop les études, tu as fait quand même pas mal d'études. Finalement, ça fait quand même pas mal d'années avant de commencer à travailler. Ouais, ça fait 5 ans, mais en fait, je pense que j'ai pas trop aimé l'école, mais par contre, ces études-là m'ont beaucoup plus plu. Je pense même sur un terme physique, enfin, ça fait même un lien avec le travail aujourd'hui, mais à l'école, je me souviens d'avoir été assise, d'attendre, passer 8 heures aux Beaux-Arts et à l'école. On est souvent dans des ateliers, on se déplace. Voilà, il y a même un rapport au corps qui est complètement différent. Et ça, c'était vachement plus épanouissant pour moi, je dirais. Donc, du coup, tu t'es orientée dans le design culinaire. Donc, après, tu dessinais en fait les arts de la table. Exactement. C'est marrant, hein, parce que c'est vrai que moi, j'avais aucune idée qu'il y avait des spécialisations comme ça, un petit peu par objet. Donc, comment ça s'est fait un petit peu? Qu'est-ce que tu faisais à ton quotidien? Où tu travaillais? En fait, les choses se sont fait vraiment par hasard. C'est quand je fais un peu, enfin, on s'oriente, je pense parce qu'on a des affinités, mais là pour le coup, le fait de faire du design d'objets, vraiment sur des petits objets et sur l'art de la table, ça s'est quand même fait un peu par hasard. Donc en sortant de l'école, je cherchais du travail et j'avais décidé de faire un stage. J'ai fait un stage chez un designer qui s'appelait Pierre Favresse. Et ce designer avait donc un bureau de design. Et au moment où je faisais mon stage, il a été recruté pour devenir le directeur artistique de la marque Habitat. Donc à ce moment-là, c'était en 2011, la marque Habitat venait de se faire racheter par un groupe français qui s'appelait CAFOM. Et donc tous les bureaux qui étaient à Londres ont été rapatriés en France. En fait, cette marque a fait que faire des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Et donc du coup, en arrivant en France, il a fallu tout reconstruire, refaire un bureau des achats, reconstituer une comptabilité française et reconstituer un bureau de design. Donc Pierre Favresse est arrivé à la tête de ce bureau et m'a tout de suite proposé un poste. Ça matchait très bien entre nous. Ensemble, on a monté un bureau de design en recrutant. On était, il me semble, 6 designers, enfin un bureau créatif de 6 profils créatifs. Et donc chez Habitat, il y a plusieurs catégories d'objets. Il y a des meubles, canapés, chaises, voilà, fauteuils. Il y a du luminaire, il y a des arts de la table, il y a des objets, donc tout ce qui va sur la table en général. Et puis il y avait aussi des métiers, enfin il y a une autre catégorie qui est souvent plus liée à la 2D, tout ce qui est graphisme. Et en fait, moi, forcément, du fait d'avoir de l'intérêt pour tout ce qui tournait autour de la nourriture, de la cuisine, j'avais un peu le champ des possibles de choisir la catégorie dans laquelle je me sentais plus à l'aise aussi, ce qui m'intéressait. Donc j'ai choisi l'art de la table et l'objet. Donc pendant 5 ans, j'ai dessiné tous les objets qui sortaient de ce bureau de design, qui étaient des objets destinés à être sur la table et ou au mur, et voilà, des petites pièces, et tout l'art de la table, donc des saladiers, des plats à tarte, des cocottes, des couteaux. Et donc mon métier, ça c'était vraiment dans un bureau de design, on faisait des tendances. Donc on travaille toujours 2 ans en avance. On faisait des tendances ensemble avec tous les créatifs. On décidait de cette tendance et ensuite on dessinait des objets qui allaient coller avec cette tendance. Et, donc il y avait toute une partie de réflexion sur les objets. Ensuite on les dessinait, donc on pouvait les dessiner à la main et ensuite on les dessinait souvent en 3D. Il y avait tout un choix de matières. Et enfin, on avait des bureaux dans le monde entier, donc beaucoup en Europe, et en fonction des catégories de fabrication de produits, c'est-à-dire il y a quand même dans le monde des pays qui sont plus ou moins forts pour spécialisés pour créer des produits. On envoyait nos dessins à ces bureaux qui étaient par exemple en Chine ou en Thaïlande ou en Pologne, et eux développaient par exemple, je sais pas, un vase en verre en Pologne. Et du coup, après moi, j'étais amenée à aller en Pologne, discuter avec les fabricants des contraintes industrielles, de venir faire des modifications sur le dessin, de voir qu'est-ce qui pouvait être amélioré, etc. Et enfin, les objets revenaient à Paris et on faisait des présentations, des comités de sélection à l'ensemble du personnel d'Habitat, afin de savoir si ces objets étaient bons et collaient avec toute l'identité de la marque pour pouvoir être mis en magasin et vendus. Voilà un petit peu la manière dont je pouvais travailler chez Habitat. Et c'était assez riche parce que donc j'avais beaucoup de déplacements
dans les usines ou vers des artisans. Donc c'était des tailles moyennes, on va dire, d'usines de fabrication. Donc je pouvais aussi travailler avec des petits producteurs français à Limoges, donc c'était hyper divers. Ça, c'était une partie hyper intéressante parce que très riche et ça fait vraiment partie du métier de designer. Et en même temps, de participer à des tendances, à des comités stratégiques, de voir si l'ensemble de la collection correspond à l'image de marque. C'était aussi très riche pour pouvoir évoluer dans la marque et toujours être force de proposition. En fait, c'est vrai que c'est super intéressant parce que tu as un côté tant assez abstrait, créatif, mais en même temps un côté hyper concret, en fait. Tu vas de bout en bout de la chaîne, finalement. Exactement. Et on travaille avec des acheteurs, donc des personnes qui s'occupent de toute la partie business, là, dans l'occurrence pour moi, de la partie business de l'art de la table. Et c'est super intéressant parce que aussi, on a des objectifs financiers et on doit dessiner des objets qui collent avec un certain tarif. Et c'est aussi super enrichissant de voir comment on peut produire certains objets à tel ou tel prix et comment s'adapter au marché. Tu te rappelles peut-être d'un succès, d'un objet que tu as dessiné ou peut-être tu t'attendais pas ou tu vois, tu as des souvenirs comme ça d'objets? Ouais, bah souvent c'est pas forcément les objets sur lesquels Ouais, tu penses? ouais, ce qui était super intéressant d'ailleurs, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que souvent, bah moi j'aime bien souvent les choses un petit peu plus originales, un petit peu plus fun, et c'est pas forcément ça que les gens achètent quand ils venaient chez Habitat. Chez Habitat, les gens aussi ils cherchent des basiques, des classiques, et ça peut être et je trouvais ça aussi super intéressant. D'ailleurs, je trouve que c'est la partie peut-être la plus difficile du designer, c'est de créer des basiques qui soient hyper utiles et quand quelqu'un veut s'acheter, je sais pas, un plat à tarte qu'il aille. Mon Habitat maintenant, c'est une marque qui est complètement en perte, qui a une histoire un peu compliquée. Mais je trouve ça super de réussir à créer un plat à tarte ou même un verre que quand quelqu'un veut s'acheter un plat à tarte ou un verre à eau, il aille acheter un basique chez Habitat. Et ça, ouais, ou un coquetier par exemple. Je me souviens avoir dessiné des coquetiers et ça c'était des choses qui fonctionnaient très bien et ça c'était hyper satisfaisant pour moi de voir que les gens arrivaient à se projeter dans l'achat de ce produit-là. Et alors, c'était pas trop difficile ce côté toujours créer, tu vois, en permanence. T'as pas été un petit peu parfois en manque d'inspiration ou d'un côté un petit peu répétitif, j'imagine? Tu mets le doigt sur quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'au bout de 5 ans dans l'entreprise, j'ai eu un petit peu je dirais la dernière année de lassitude sur le fait de se renouveler, de toujours créer. Et je pense que cette lassitude, elle est aussi venue par un petit peu enfin, j'ai eu un peu l'image de surconsommation d'objets et Oui, tu devais voir tellement d'objets tout le temps, ça devait être... exactement. Quand t'as dessiné, je sais pas, 30 vases, au bout d'un moment donné, je trouve que c'est assez difficile de se renouveler et tout en restant dans avec certaines contraintes. Je dirais, ouais, que clairement, il y a eu un moment donné, j'ai eu un petit peu de lassitude. Et je pense que c'est aussi lié à certains métiers créatifs où souvent il faut changer d'univers ou changer d'entreprise. Changer de marque, ouais, Ouais, changer de marque, exactement. pour te renouveler toi, en fait. Exactement, avoir une nouvelle impulsion, s'enrichir avec d'autres choses. Je pense que j'ai eu accès très rapidement à beaucoup de moyens parce que c'est une marque qui avait de l'argent, donc je suis allée faire beaucoup de salons, je suis allée faire beaucoup d'expositions, donc c'était super riche, mais le travail était quand même assez répétitif. Même si j'ai eu des projets qui ont été très très importants et très enrichissants à mes yeux, dont par exemple j'ai eu un projet, j'ai travaillé avec un chef qui s'appelait Thierry Marx, qui s'appelle toujours Thierry Marx, mais avec qui on a dessiné toute une gamme de produits et dont des couteaux, des accessoires de cuisine et là c'est travailler avec un chef, se plonger dans son univers, visiter des usines spécialisées dans les couteaux, donc on rentre dans des choses encore plus spécifiques, il y a des contraintes très fortes. Et c'est vrai que dans la créativité, même plus on a de contraintes, la créativité souvent est, moi je trouve facile en fait. On se tire un petit peu les cheveux, mais c'est hyper enrichissant.
Donc ça m'a vachement marqué et j'ai adoré parce que j'ai été aussi commencé à être baignée dans un milieu qui me stimulait énormément. Où j'ai dessiné, je me souviens avoir dessiné une cocotte en terracotta, une cocotte qui a été fabriquée en Alsace avec des contraintes d'usine très fortes, mais avec aussi un côté humain super intéressant. C'était une usine qui avait été reprise, qui est fait de s'en sortir, donc on a fait une collaboration avec Habitat. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup stimulée, et du coup, ça a quand même effacé aussi par moments, donné le côté un petit peu plus lassant de dessiner des gammes d'objets qui pouvaient être un petit peu, moins stimulantes, on va dire. Plus superficielle peut-être un petit peu. Exactement, exactement. Et alors, d'où ça te vient ta passion pour la cuisine? C'est depuis toujours? T'as des peut-être, je sais pas, ça a été transmis dans ta famille? Est-ce que tu as des souvenirs un petit peu d'enfance? Je dirais que la cuisine, ça a toujours été quelque chose d'assez important chez mes parents. Enfin, mes parents habitaient dans une grande maison. Je dirais que ma mère a toujours ce don pour recevoir, pour accueillir, toujours avoir quelqu'un passe, la porte est toujours ouverte, on sortait toujours un verre pour prendre l'apéro, il y avait toujours un truc à manger. Et je dirais que sur le point de vue gastronome, c'est plutôt mon père qui a toujours eu qui a souvent été en cuisine, qui est hyper créatif, qui a toujours envie de tester des recettes. Enfin, il est capable d'inviter 15 personnes, d'avoir jamais fait une recette avant et de faire une recette et que ça soit super. Donc de voir qu'en fait c'était complètement possible de s'amuser. Il a pas forcément été dans la transmission, mais par contre mes parents m'ont beaucoup laissé de liberté. Donc je me souviens que à l'âge de 13-14 ans, j'ai eu une passion pour le pain. Donc je me suis mise à faire du pain, des focaccia, et ils m'ont vachement laissé faire. Ils me demandaient juste, tu commences, j'ai souvent entendu cette phrase, tu commences quelque chose, tu la termines. Donc ça m'a beaucoup stimulé. Il était derrière moi pour pas que je laisse le bazar dans la cuisine, qu'il y a un cadre. Mais cette passion, et donc du coup j'ai eu un intérêt pour ça. Ça n'a pas été d'aller dans des restaurants, mais ça a vraiment été de manger, et ils m'ont fait découvrir des choses très simples en fait, mais toujours avec le sens du bon produit. Et je pense que c'est comme ça que la cuisine a été régulièrement m'a stimulée. Et aussi je pense que je fais aussi partie de cette génération où j'allais pas au restaurant, mais beaucoup de choses se passaient à la maison, et il y avait le sens du partage aussi autour du repas. Et je vois que, en tout cas, dans mon quotidien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins fait. On va vachement au restaurant. Il y a ce côté où on se fait livrer des choses. On passe beaucoup moins de temps ensemble autour d'une table. Et il y a aussi ça qui m'a vachement marqué dans mon enfance. Tu penses que c'est toute cette époque ou c'est une question de génération, tu vois, c'est un côté plus trentenaire où du coup t'as moins le temps, tu vas au resto, Ouais, mais bien sûr. En tout cas, moi, dans ma manière de vivre à Paris, et aussi parce que je passe beaucoup de temps au restaurant, c'est vrai que quand je suis chez moi, je travaille. Enfin, je parle de travail. Je cuisine pas beaucoup chez moi, donc je sors. Mais oui, il y a peut-être sûrement quelque chose lié, en tout cas, à une vie de ville où il y a beaucoup de restaurants, d'endroits pour manger. Et donc du coup, on est assez stimulé pour aller manger dehors, et on a accès à des livraisons de repas qui font que on passe peut-être moins de temps en cuisine. Et en tout cas après, je sais pas, même par rapport, je pense aux femmes aujourd'hui qui travaillent beaucoup plus qu'avant, qui ont moins de temps pour cuisiner, parce que même les femmes, je pense que même si les choses commencent à changer, prennent encore beaucoup en charge cette partie-là à la maison. Souvent on essaie de trouver des systèmes D, et donc du coup on cuisine un petit peu moins chez nous, je pense. toi tu cuisines toujours pour toi maintenant ou pas? Je cuisine un petit peu, pas beaucoup, mais je dirais que je pense que c'est là, par exemple, c'est l'hiver. J'ai plus envie de passer du temps chez moi, j'ai plus envie de passer du temps avec ma compagne, et être à la maison, et aussi justement lui faire à manger et partager. Donc j'essaye de le faire plus, mais en fait j'en reviens maintenant plus au côté justement partage, d'être ensemble, de lui faire plaisir, voilà, d'avoir des choses liées un petit peu plus au quotidien que de sortir au restaurant. Et alors, comment t'as eu envie donc de tout quitter pour faire ton CAP cuisine? Parce que tu aurais pu te dire, comme tu le disais tout à l'heure, bon, je vais juste changer d'entreprise, ça va me renouveler. Comment tu t'es dit, bon, je plaque tout pour faire un CAP cuisine?
Alors quand j'étais chez Habitat, j'ai pas mal tiré de ficelles pour voir qu'est-ce que j'avais envie de faire, parce que ouais, comme je disais, à bout d'un moment donné, bah voilà, je sentais que j'étais plus stimulée. Donc du fait des différents voyages que j'avais faits à l'étranger, et j'ai toujours aimé voilà le mélange des cultures, et j'ai beaucoup aimé le fait d'être proche des productions. J'ai passé pas mal d'entretiens pour aller travailler soit en Chine, soit en Inde. Et j'ai eu donc deux opportunités pour aller et en Inde et en Chine, faire des travails de designer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais refusé les postes. Et bon, je me suis dit, bon, si tu les refuses, qu'est-ce qui fait que finalement tu cherches des choses, que ça me donnait quand même pas mal d'énergie. Et que tu veux pas y aller. Ouais, voilà. Et je m'étais même déplacée pour aller rencontrer certains futurs employeurs. Et en fait, je me suis dit, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de cuisiner. Et à ce moment-là, dans ma vie, il y avait rien qui me retenait. Donc, je suis partie de Habitat et j'ai postulé à Ferrandi pour passer donc à l'école Ferrandi pour passer un CAP en à peu près 9 mois. Donc j'ai été acceptée, j'ai passé ce CAP. Enfin, à ce moment-là, je me suis dit, allez, on y va. J'ai vraiment envie de voir si je peux le faire, si ça me plaît vraiment. Et en fait, juste avant de passer mon CAP, j'ai eu envie de me reconnecter en fait avec les produits. Et ça vient pas de nulle part, ça vient aussi du fait qu'à l'âge de 23-24 ans, quand j'ai fini mes études, je suis allée manger dans un restaurant, et c'est un moment qui est gravé dans ma mémoire, et qui a été un peu un électrochoc. En fait, je suis allée manger avec mon professeur de design culinaire qui s'appelait Marc Bretillo. Je suis allée manger à l'Arpège, donc un restaurant qui est à Paris, qui est un restaurant 3 étoiles et qui est spécialisé dans le végétal. C'est un chef qui a ses propres jardins et qui travaille exclusivement les produits de ses jardins. Et ce moment dans ce restaurant a été magique, et je me suis dit, gustativement, j'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties, et j'ai eu envie de me rapprocher en fait de ça, quoi, de cette idée de cuisine, de cette idée de partage. Et donc je passe ce CAP, et avant ce CAP, donc ce que je disais, c'est que j'ai eu envie de me reconnecter aux produits, et je suis partie faire du woofing pendant 6 mois en France. Donc à ce moment-là, j'avais une petite moto, et je suis partie de voir différents maraîchers pour apprendre comment on faisait pousser les légumes, parce que évidemment j'avais directement une appétence pour les fruits et les légumes. Et donc j'ai appris le travail du maraîcher, comment on faisait pousser des légumes, quel effort ça demandait, comment comprendre les saisons, les contraintes météorologiques, etc. J'ai même travaillé avec un producteur de fromage qui avait des chèvres. J'ai appris à faire la traite à la main, faire les fromages, vendre les fromages sur les marchés, etc. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien. Et c'est un petit peu comme dans la production d'objets. J'ai eu besoin de comprendre en fait la matière, comme comprendre comment on faisait des verres, comment était fait, comment on soufflait le verre. Là, j'avais besoin de comprendre comment on poussait une aubergine, etc. Toi, c'était un petit peu ton équivalent de visite d'usine, en fait. Exactement. Et je trouve que d'ailleurs, chaque futur cuisinier devrait un petit peu faire ça avant pour vraiment comprendre les produits. Et donc ensuite, après ce CAP, qui était très formateur, et où j'ai passé une super année, j'ai fait un premier stage qui était un stage au Mandarin Oriental, qui est un palace à Paris, qui est le palace dans lequel justement Thierry Marx, avec qui j'avais travaillé, m'a ouvert les portes de la cuisine. Il y a une cuisine qui a 2 étoiles, un restaurant qui s'appelle le Sur Mesure. Et donc là, j'ai eu l'occasion de travailler 3 mois au Sur Mesure, et aussi de comprendre un petit peu la logique des différentes cuisines d'un palace. Donc vous avez la cuisine du room service, la cuisine du restaurant de l'hôtel, et la cuisine du Sur Mesure. Donc j'ai appris beaucoup dans le fonctionnement de ces cuisines dans un hôtel. Après, je me suis rendu compte que la manière de cuisiner, en tout cas de ce chef-là, me correspondait pas, et c'était pas comme ça que je voyais ma cuisine à moi. Et je dirais que c'était hyper enrichissant, parce que ça m'a permis de vraiment me rediriger là où j'avais envie d'aller.
pour ça que souvent quand je vois des jeunes qui font des stages qui leur plaisent moins, je leur dis c'est super parce que ça t'aide à mieux recentrer et à connaître vraiment tes propres envies. Et donc du coup, en fait, j'ai pas cherché quatre chemins pour me faire plaisir. Je suis allée à l'arpège, là où j'avais eu cet électrochoc en mangeant quelques années auparavant. Et j'ai fait un stage à l'arpège et par la suite, j'ai été embauchée dans cette cuisine où je suis restée 1 an et demi. Là, tu devais être super fière à ce moment-là de te dire je travaille à l'endroit qui m'a fait rêver plus jeune. Exactement, ouais. Je pense que j'ai eu du mal, enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'étais hyper heureuse, en tout cas au début, de me dire, j'y suis arrivée, je suis rentrée, et en plus, on me propose un poste. Et après, j'ai été confrontée, je pense, à la dureté de passer d'un métier qui n'a rien à voir, quand même, sur un point de vue juste physique de mon corps, des contraintes horaires et aussi du fait que quand on change ou qu'on évolue dans sa carrière en tout cas, bah il y a des moments d'adaptation et là ça a été 18 mois d'adaptation assez intense pour pouvoir rentrer dans le moule du milieu de la restauration, c'est-à-dire s'adapter aux horaires, s'adapter au rythme, s'adapter à une cuisine très exigeante et à un service 3 étoiles. Et donc, quand vous êtes dans une phase d'apprentissage, bah, on vous demande quand même d'aller dans ces structures-là, d'aller aussi vite que des gens qui travaillent depuis 2 ou 3 ans dans la cuisine. Donc, de tout le temps se surpasser, de tout le temps se stimuler et de jamais être satisfaite de ce qu'on fait et de toujours aller plus loin. Donc, ça a été une période difficile, mais hyper constitutif de qui je suis devenue maintenant. Donc, c'était sans regret d'être passé par là. Donc j'ai eu accès à des produits d'exception, j'ai eu accès au fait, ce qui peut devenir rare dans une cuisine, mais de vraiment cuisiner des produits à la minute, d'improviser, d'être challengé. Et aussi la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait énormément de postes pendant ces 18 mois, donc j'ai appris à faire du pain, à faire de la pâte feuilletée, comme à traiter les légumes, à avoir le poste de garniture légumes, ce qui est un poste assez prestigieux dans cette cuisine. Donc c'était super. Et alors, c'est à ce moment-là que t'as rencontré ta co-associée Manon Fleury? À peu près, en fait, à la fin je m'étais fixé un objectif et je m'étais dit, tu restes 1 an et demi dans cette cuisine, à l'arpège. Donc, à la fin de ce cycle, j'ai eu envie d'aller travailler dans un restaurant qui soit toujours connecté aux produits, parce que c'était toujours quelque chose qui était super intéressant, enfin, sur lequel je voulais pas redescendre en qualité. Quelqu'un qui avait des qualités humaines aussi, je pense de management qui était intéressante, ce qui à l'arpège n'était pas forcément le point fort. De fil en aiguille, en fait, j'ai un petit peu cherché où est-ce que je pouvais travailler et une amie en commun de Manon et de moi nous a mis en contact et Manon cherchait quelqu'un pour renforcer son équipe au Mermoz, donc un restaurant dans lequel elle a exercé en tant que chef pendant 2 ans. Et donc je l'ai rejointe et on a travaillé à peu près 6 mois ensemble. Et là, les choses, ça s'est très bien passé entre nous. Et j'ai eu un rapport très très fraternel avec Manon, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, c'est une chef qui m'a tout de suite laissé de la place et qui m'a dit bah attends, tu sais faire ça, mais montre-moi, moi j'ai envie d'apprendre. Donc pas la chef qui s'assoit sur son autorité et qui veut pas voir ce qu'on fait. Très humble, quoi. Très humble et qui avait envie de s'enrichir avec l'expérience que j'avais eue avant à l'arpège. Et en même temps, qui de son côté m'a montré plein de choses sur son côté créatif, sur le fait de s'adapter toutes les semaines qu'elle renouvelait sa carte dans un restaurant. Voilà, donc là en fait, je sais pas, il y a eu une alchimie qui s'est très bien passée entre nous. Et la suite de l'histoire fait que il y a eu le Covid et donc ça a un petit peu cassé en fait l'élan dans lequel j'étais de professionnel, on va dire. Il y a eu des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que j'avais quand même mis beaucoup d'énergie depuis 2-3 ans dans ma carrière de cuisinière. Donc j'ai eu tout d'un coup un peu de temps pour me reposer et ça a été salvateur parce que
Je pense que mine de rien, mon corps avait besoin de récupérer. Après, il y a eu, comme beaucoup de gens dans notre milieu, beaucoup d'incertitudes liées au métier, et ça a duré longtemps. Et donc du coup, il a fallu gérer un petit peu ce temps plus ou moins libre avec. On n'avait pas vraiment de projection, qui était pas facile à gérer. À la fin du Covid, il y a eu 18 mois un petit peu latents dans notre métier. Manon a été contactée pour reprendre les rênes d'un restaurant qui était à Monaco, qui s'appelait le Elsa, donc de faire une sorte de résidence. Et donc Manon était la chef consultante et elle avait besoin d'une chef exécutive qui était vraiment tout le temps sur place. Donc à ce moment-là, Manon m'a proposé de prendre ce poste. Pour moi, c'était vraiment un challenge. J'avais jamais été chef. Avec Manon, on avait travaillé quand même quelques mois, mais on n'avait pas expérimenté ce duo de cette manière-là. J'ai accepté le challenge et il s'est avéré que en fait l'alchimie entre nous s'est plutôt bien passée et on a eu un duo qui a très bien fonctionné pendant 6 mois et ça a confirmé en fait, je pense, le fait de travailler ensemble, du fait du management aussi qu'on avait réussi à mettre en place dans le restaurant et on a trouvé, je pense, ensemble la cuisine qu'on avait envie de faire à Monaco. Et du coup, c'est juste après que vous avez fondé Datil? Alors pareil, il y a eu des moments de latence parce que la vie, elle est pas, ça arrive pas, les choses arrivent pas aussi facilement. Mais donc du coup, Manon avait envie d'ouvrir son propre restaurant. L'expérience à Monaco a confirmé le fait de travailler ensemble. Mais entre le moment où on décide d'avoir un restaurant et de le trouver, ça peut prendre du temps. Entre-temps, moi, j'ai fait une résidence à Fulgurance, qui est un lieu qui propose à des chefs qui ont toujours été seconds de cuisine d'être, ça s'appelle les seconds sont les premiers, donc que les seconds de cuisine deviennent des chefs. Donc j'ai pris les rênes de la cuisine de Fulgurance pendant 6 mois et je pense que moi j'en avais besoin aussi pour me prouver que j'étais capable d'avancer sans Manon et de trouver ma propre cuisine. Donc c'était une super expérience et ça m'a vachement donné confiance. Pendant ce temps-là, Manon a fait d'autres résidences de son côté et puis on s'est retrouvés après toutes ces expériences. Parce que Manon a trouvé son propre restaurant et qu'elle m'a proposé de m'associer au projet et de devenir donc sa chef chez Datil. Et donc pour parler un petit peu du projet de Datil, ce qui nous intéressait vraiment et ce qui fait aussi qu'on travaille ensemble, c'est que il y a toute cette partie de cuisine où on a énormément de points en commun sur la manière de créer et la cuisine qu'on a envie de faire, donc très axée sur le végétal, sur le produit, que la protéine animale soit toujours mise sur le côté comme une garniture plus que le légume, vraiment que le légume soit au centre. Et aussi, ce qui nous intéresse énormément, c'est de créer notre propre structure avec notre propre management qui casse un petit peu les codes de la restauration classique qu'on peut voir, d'avoir un esprit beaucoup plus collectif, de casser ce côté très autoritaire de la cuisine et très intense du cuisinier dans son rythme, de proposer plus de liberté en tout cas et au cuisinier pour qu'il trouve aussi un équilibre dans sa vie. Et c'est en fait c'est le projet global qui fait que on travaille ensemble. Oui, alors pour peut-être présenter Datil, donc vous êtes au 13 rue des Gravilliers dans le 3e à Paris et donc vous avez une étoile Michelin au bout de 6 mois seulement. Bon, tu nous raconteras un petit peu après, mais pour revenir un petit peu sur casser les codes, c'est vrai que la particularité, c'est que vous êtes 5 chefs femmes. Exactement. Alors, c'est incroyable, hein, parce que c'est vrai que le monde de la cuisine, c'est un monde qui paraît un peu masculin, assez autoritaire, avec, voilà, presque violent, entre guillemets, un petit peu assez dur. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette démarche et puis comment ça se passe entre vous? Bien sûr. En fait, il y a plusieurs choses qui sont passées. Donc, avec Manon et d'autres femmes, pendant le Covid, déjà, on a monté une association qui s'appelle Bondir. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi aux hommes dans les cuisines. Donc le but principal de cette association, c'est d'aller faire de la sensibilisation dans les écoles pour former les futurs cuisiniers, cuisinières, mais aussi les futurs serveurs, maîtres d'hôtel ou sommeliers au monde de la restauration et de pouvoir leur donner les clés pour qu'ils puissent s'en sortir quand ils vont être confrontés à des situations délicates et compliquées
dans le milieu de la restauration. Et aussi, c'est ce qu'on leur explique beaucoup, c'est de leur donner des clés pour pouvoir être des bons managers. Parce que dans la restauration, souvent à 18 ans, on manage déjà un stagiaire ou un commis. Et donc, d'apprendre à manager correctement ses équipes. Oui, parce que souvent tu reproduis finalement le management que tu as eu et du coup Exactement. c'est sans Il fin. y a énormément de mimétisme dans le management et dans la cuisine, il y a des situations qui peuvent se répéter dues à certains facteurs. Il y a une amplitude horaire qui est très grande, donc il y a de la fatigue qui s'accumule, qui forcément à un moment donné, on est moins patient, on est moins aux aguets et on va pouvoir s'agacer beaucoup plus vite. Mais il y a aussi le fait de répéter 2 fois par jour, quand on a des services 2 fois par jour, d'être prêt à l'heure et de subir le stress du service. Et c'est des choses qui font que souvent on a du mal à gérer son stress et on peut avoir des comportements déviants. Donc du coup, pendant cette période, l'association a été créée en 2021, le restaurant est ouvert en 2023. Entre 2021 et 2023, on a fait beaucoup d'interventions et Datil Bondir s'est beaucoup développé. Et donc, du coup, on a énormément travaillé sur le management en cuisine. Et donc, quand Datil a ouvert, on a énormément voulu poser des bases et une structure très forte pour que on ne soit pas du tout confronté à ce genre de problème et que les informations soient très fluides entre tous les membres de l'équipe. Donc pour ça, avec Manon, on a conçu un guide de bonne conduite dans le restaurant. Donc c'est un guide que tout employé reçoit à son arrivée avec certaines règles. En fait, maintenant, je pense qu'on n'a plus peur de parler des règles, mais c'est des règles de savoir-vivre et de comportement pour que tout le monde puisse se respecter et être respecté. Et on explique aussi dedans comment désamorcer des situations qui peuvent être compliquées entre certains employés. Et expliquer aussi que on accepte tout le monde chez Datil, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion ou son orientation sexuelle. S'il faut, on le lit, ce guide, avec les nouveaux employés pour pouvoir en parler et que tout de suite certains sujets puissent être désamorcés si jamais on sent qu'il y a une tension ou il y a un malaise. Et donc du coup après dans la communication avec l'équipe, on a mis un guide de fonctionnement du restaurant avec énormément d'informations sur le fonctionnement du restaurant pour que tout le monde soit au courant et que rien ne soit caché afin qu'il y ait une fluidité dans le travail de tout le monde. Et du coup, on s'est énormément rendu compte dans la communication et dans les rôles de chacun. On avait défini énormément de choses pour que les gens sachent les rôles de chaque membre de l'équipe et qu'on puisse se reposer dessus, ce qui fait que il y a un vrai rôle commun pour aller dans un sens de porter le restaurant. Et je dirais qu'aujourd'hui on voit l'équipe de cuisine, du restaurant comme comme on pourrait voir une équipe de foot en fait. Il y a forcément des leaders, mais on essaye de créer une entraide et un esprit très collectif pour travailler dans une atmosphère en fait très bienveillante. Ouais, que chacun trouve sa place. Exactement. Comme je l'ai dit, vous avez votre première étoile Michelin au bout de 6 mois seulement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, voilà, comment t'as réagi, comment ça s'est fait? J'imagine que c'est assez incroyable, surtout quand on vient de se reconvertir au bout de quelques années. Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr que j'aurais pas pensé avoir autant de fierté lorsqu'on a reçu cette étoile avec Manon. En fait, on n'avait pas forcément comme objectif d'avoir cette étoile. Mais sans le nier, on sait qu'on s'est placé dans des catégories de prix, dans des catégories de menus qui correspondaient avec certains concurrents qui ont des étoiles. Quand on a reçu cette étoile, bah, évidemment, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie en fait, beaucoup de joie avec l'équipe et ça a été super. Et je pense que ça faisait 6 mois qu'on avait ouvert le restaurant et on avait mis beaucoup d'énergie. Les gens travaillaient énormément et il y avait, je dirais, un investissement personnel de tous les membres qui a été assez fort. Et donc, il y a eu de la reconnaissance du travail de chacun et ça a été super. Et après, sur un terme très personnel, bien sûr que je vois que oui, bien sûr, c'est une reconversion qui est totalement épanouissante. Voilà,
d'arriver à avoir une étoile, de créer un duo avec Manon et de remplir un restaurant tous les jours qui est presque complet tous les jours, c'est super. Enfin, c'est salvateur en tout cas. Et je dirais que ouais, c'était une grande joie pour nous au restaurant. Quel est ton plus grand rêve professionnel? J'imagine que là, tu as déjà pas mal de rêves qui se sont réalisés, mais si tu te projettes un petit peu dans le futur, quel serait ton plus grand rêve? Je dirais qu'il y en a pas un, mais il y en a quand même plusieurs. J'ai plusieurs objectifs. En tout cas là, chez Datil. Donc chez Datil, il y a de continuer de continuer à avoir des équipes qui sont heureuses. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est hyper satisfaisant pour moi de voir des équipes qui rigolent, qui se voient le week-end, qui font autre chose que de faire à manger ou cuisiner, mais qui s'enrichissent autrement ensemble. Et je vois même dans les gens qui font partie, il y a toujours des liens forts. Et en fait, de créer cette émulsion, pour moi, je pense que c'est un des objectifs principaux que j'ai, c'est d'avoir, donc ça passe par le management, mais de créer toujours cette émulation. Après, d'un point de vue culinaire, je pense que là, on a commencé à faire des quatre mains chez Datil et de continuer à rencontrer des chefs qui nous enrichissent. Avec Manon, on va aller cuisiner à Montréal dans un restaurant qui s'appelle Sabayon au mois de février. Par exemple, de continuer ces expériences-là et de m'enrichir avec des chefs qui ont des visions complètement différentes. Parce que souvent, on est énormément dans notre cuisine et donc on a besoin d'ouverture d'esprit. Et après, pourquoi pas plus tard, je pense que c'est un des objectifs qu'on peut avoir avec Manon, c'est d'agrandir Datil et d'avoir d'autres projets, que Datil fasse des petits, avec d'autres projets qui continuent à nous correspondre et qui est toujours cette même éthique qu'on peut avoir, en tout cas dans l'entreprise. Et je t'ai pas posé la question, mais comment a réagi ton entourage à ta reconversion? Alors c'est très amusant, c'est assez amusant de voir l'entourage comment il réagit. Donc l'entourage très très proche, je dirais, était hyper positif. Vas-y, tu peux y aller, c'est super. Je te vois complètement faire ça. Voilà. Et après sur un entourage enfin moins proche, je dirais, c'est souvent je l'ai vu chez certains collègues chez Habitat. C'était intéressant parce que quand on fait une reconversion, les gens, souvent ça les renvoie à leur propre image. Et le fait d'oser faire quelque chose et de se dire bah voilà, j'ai plus peur, parce que forcément souvent on le fait pas parce qu'on a une peur et qu'on a certaines choses qui nous retiennent. On voit que les gens, ça leur fait peur et ils se disent en fait moi je suis pas bien là où je suis et j'aimerais bien aussi avoir le courage ou voilà de tout bouger. Ça les met face un peu à leur incohérence finalement. Exactement. Et le fait aussi de se mettre on se met dans une instabilité face à la société quand on change, parce que les gens souvent ils sont rassurés quand ils voient que ça fonctionne pour nous, que on a une image très classique aussi, je trouve, en tout cas c'est dans la mentalité française, t'as un CDI, t'es dans une bonne entreprise, pourquoi tu bouges? Et il y a une instabilité financière où on gagne bien sa vie et puis tout d'un coup quand on change de métier, on repart de zéro. Il faut être humble. Tout ça, ça peut faire peur à certaines personnes. Et du coup, ça, j'ai pu le ressentir. Et alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Je pense que c'est un conseil d'une femme, c'est ma mère, qui a pas eu la chance de faire des études, qui s'est énormément occupée, qui a vachement investi sa famille, l'éducation de ses enfants, qui m'a toujours énormément poussée pour faire des études et pour faire ce qui m'épanouissait le plus. Et quand je lui ai dit que j'avais envie de faire la cuisine, que j'avais vraiment envie d'y aller, elle m'a jamais mis de frein et elle m'a toujours dit fonce et vas-y. Et je pense que en fait de voir des gens qui croient en nous et qui ont de l'espérance pour nos projets, c'est en fait je pense que c'est la chose la plus dynamisante et c'est quelque chose qui en fait forcément nous met en confiance. Donc je pense que c'est le meilleur regard que j'ai pu avoir pour changer de métier. Mais d'ailleurs juste je voulais juste faire une petite parenthèse.
parce que souvent on me parle de reconversion et de changer de métier. Et moi, je dis toujours que ce que j'ai fait, c'est pas une reconversion, mais c'est juste des changements et des évolutions dans nos carrières. Et je suis passée d'un métier créatif avec un logiciel d'application qui était de faire des dessins, de faire des dessins en 3D, mais c'était un métier créatif. Et là, je l'ai appliqué à un autre domaine qui est la cuisine. Et pour moi, c'est vraiment une évolution de ma carrière. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours de l'appétence pour créer des objets. Et au sein du restaurant, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de revenir créer, par exemple, des verres ou des assiettes qui vont pouvoir recevoir la cuisine que je vais faire. Ah, tu designes encore les objets? Bah là, dans le restaurant, j'ai énormément j'ai une grande place pour pouvoir donner ma vision, en tout cas, sur l'intérieur du restaurant, les arts de la table et aussi sur toute l'ambiance du restaurant. Et donc, on a fait des choix avec Manon sur toute la gamme artistique de la vaisselle. Et là, on est dans la réflexion pour la faire évoluer. Et donc, du coup, maintenant que les choses sont un peu plus stables et que on a posé des structures, je me dis que bah voilà, je pourrais revenir à travailler avec un souffleur de verre ou un ou une céramiste, mais de mettre encore plus ma patte dedans pour pouvoir les dessiner. Ouais, mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que souvent j'ai des invités qui me disent ça, ils me disent ah mais moi c'est pas une reconversion en fait, ça s'est fait très logiquement. Et je pense que parce que d'un regard extérieur ça paraît reconversion parce qu'on voit juste le début et la fin, mais quand toi tu le vis finalement c'est un cheminement, c'est plein d'étapes et ça suit son cours logiquement et assez sereinement. Il n'y a pas de grosses transitions en fait. Exactement, il n'y a pas de transition et je pense que c'est aussi hyper constitutif de la personne de qui je suis aujourd'hui. Et peut-être justement cette maturité-là que j'ai et le regard que je peux avoir forcément de différent sur la cuisine et fait qu'avec Manon, qui a un parcours plus classique, même s'il est quand même très original parce qu'elle a fait du sport de haut niveau et après elle a fait de la cuisine, fait que bah justement nos différences fait qu'on est un duo qui fonctionne très bien. Oui, après t'arrives dans ta deuxième vie avec tes forces et de ta première vie en fait. Exactement. Un grand merci Lorraine, donc je mettrai tous les liens pour que les auditeurs puissent te suivre et puis suivre Datil. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci Claire-Louis. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.